tout l'art du peintre, ça consiste justement à jouer sur ses oppositions et son contraire. Bon, je ne vais pas faire de Rembrandt encore que, bien entendu, comme post-caravagesque, il fait bien l'emploi. J'aurais pu vous apporter Caravage, évidemment, mais allez vous balader du côté de Montpellier, vous verrez l'exposition. Non, pour vous parler de la perspective des ombres, je n'ai pas pu résister à vous apporter plusieurs tableaux de Chirico. Voilà le mystère et mélancolie d'une rue, où véritablement les ombres jouent un rôle absolument décisif, essentiel dans l'espace, dans la construction de l'espace. Bien sûr, il y a cette perspective, je dirais, très... on voit bien que Giorgio de Chirico a vu Piero de la Francesca, la colonnade du polyptyque de Pérouse, Zoom, qui s'enfonce dans le tableau. Il connaît bien Chirico, bien sûr. Et puis, il y a d'ailleurs quelques rapports entre Chirico et dans la géométrisation des personnes, enfin des personnes prétendues telles. Donc tout ça, c'est bien l'ambiance italo-italienne, bien entendu, mais bien entendu, il y a un petit côté comme cela, très mystère, quoi, de ces ombres qui, dans un espace qui est dépourvu d'acteurs, c'est-à-dire qui inverse complètement la tradition occidentale du tableau, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est les êtres humains, et là, les êtres humains, ils n'y sont plus, ou ils sont à titre d'ombre, ou alors de statues qui projettent leurs ombres. Vous voyez un petit peu jusqu'où on va dans, si j'ose dire, le domaine des ombres. Bon, alors évidemment, il y a cette opposition forcenée ici entre le blanc-blanc et le noir, vert, noir, etc., où on voit, si vous voulez, là encore, que la couleur joue, ou la non-couleur, ou l'absence de couleur, joue un rôle fondamental dans la dramaturgie du tableau, mais non seulement dans la dramaturgie, mais dans la construction de l'espace du tableau. Bien sûr, voilà, les muses inquiétantes, si vous voulez, c'est une espèce de Piero de la Francesca à revisiter, parce que les personnages ou les muses, entre guillemets, qui sont là, on voit bien que la leçon de Piero a été retenue, notamment dans ce personnage. Je fais un petit saut de côté, là, je ne parle plus exactement de la couleur, etc., mais ça ne pouvait pas être autrement que de parler de Piero avec des Chirico, et ce personnage-là, avec sa rotondité. Et vous verrez que je ne suis pas loin, et vous verrez pourquoi je ne suis pas loin, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette espèce de comment dirais-je, de rotation, enfin en tout cas de géométrie cylindrique qu'ont les personnages, et qu'ont les personnages, bien sûr, de Piero de la Francesca. Si j'insiste un petit peu là, c'est pour vous montrer, insister un peu sur le système justement des ombres, revenir à l'orange que j'ai montré la première fois, et vous voyez que même de manière un petit peu plus schématique, la lumière et les ombres sont disposées, enfin comme dans le tableau que je vous ai montré la première fois. Alors, encore une fois, il y a une lumière qui est incidente, j'en profite. Il y a une lumière qui est incidente et qui colore cette face qui reçoit la lumière. Et puis, lorsque on va, c'est comme la Terre lorsqu'elle reçoit le soleil. Vous avez une face qui est dans le jour et l'autre qui est dans la nuit. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un passage de la pleine lumière à l'ombre relative. Vous voyez que là, il y a quand même un liseré où l'ombre se contredit elle-même, comme si trop d'ombre faisait qu'il n'y a plus d'ombre finalement. Bon, enfin, on ne va pas discuter là-dessus,
il y a peut-être des reflets, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le passage de la pleine lumière à l'ombre se fait selon, encore une fois, les éléments de l'expérience la plus banale, n'est-ce pas? Sur un corps rond, on passe de la lumière par gradation successive. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour passer en gradation successive? Alors, on va mettre dans la couleur, on va mettre du gris, disons. Hein, on va griser la couleur pour faire l'ombre. Bon, ça, il est clair que depuis l'impressionnisme, on ne le fait plus. Et tout à l'heure, je vous le montrerai encore davantage avec des tableaux de Cézanne que j'ai prévus. Bon. Mais il n'empêche que là, nous sommes tout de même dans une situation un petit peu intermédiaire. Alors, on met du gris dans la couleur, et puis progressivement, par valeurs successives et couleurs aussi, il faut bien le dire, successives, parce que là, on a du jaune et là, on a de l'orangé, hein, on passe du clair au sombre. Et du même coup, nous avons ici un système qui induit dans notre conscience quelque chose qui est de l'ordre du volume et qui est du volume rond. En somme, on peut dire ça tourne. Hein, ça tourne. Ça tourne parce que, justement, il y a ce système qu'on appelle le modelé. Le modelé, c'est la manière dont, sur un corps rond, les lumières, la lumière sur un plâtre, par exemple, quand vous étiez à l'école des Beaux-Arts, on vous a peindre, dessiner sur des plâtres. Sur les plâtres, il n'y a pas de problème parce que c'est blanc. Alors on passe du blanc au noir, ou du blanc au gris, disons, au gris foncé. Hein. Et en même temps, évidemment, lorsque c'est l'objet réel, il est volumique. Lorsqu'il est sur du papier, il doit reproduire le volume. Et ce passage, justement, du clair au foncé, c'est ce qu'on appelle le modelé d'une figure. Hein. Et d'ailleurs, on dit aux gens, quand on voit leur figure, qu'elle a un beau modelé, etc. Elle a un beau modelé, bon, ça, c'est une manière de dire les choses. Mais en peinture, ça s'appelle le modelé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le modelé, qui est un effet, je dirais, réaliste, naturaliste de la couleur, est devenu un truc. C'est-à-dire qu'au cours des âges, les peintres qui voulaient représenter un objet en 3 dimensions s'en sont servis comme d'une facilité. Encore une fois, il y a ce fameux raisonnement qu'on retrouve dans Drôle de drame, n'est-ce pas, lorsque le policier qui enquête sur un prétendu empoisonnement, voit des bouteilles de lait, et ça le conforte dans son idée qu'il y a eu un empoisonnement. Parce que comme il dit, là où il y a poison, il y a contrepoison, et là où il y a contrepoison, il y a poison. Eh bien, là, je dirais que là où il y a volume, il y a modelé, et quand il y a modelé, il y a volume. Alors, nous avons ici quelque chose qui est du domaine de la couleur, mais du domaine particulier de la couleur, qui est le domaine de la valeur des couleurs. Donc, il y a valeur et couleur. Et les valeurs, ça peut se faire sur quelque chose qui est blanc. Là, c'est un mélange des deux. Il y a des valeurs et il y a des couleurs. Mais dans l'art, plutôt, je dirais même dans l'art de la Renaissance, et particulièrement dans l'art Renaissance, sauf chez Fra Angelico, mais je vous l'ai déjà montré lors de la première séance, eh bien, il y a un système qui est facile, c'est quand on veut représenter quelque chose qui est rond, on met du gris dans la couleur, et ça tourne. Bon, voilà. Alors, nous avons déjà mis cette idée du modelé dans notre tête. Et maintenant, on va revenir à autre chose, puisqu'on est dans l'espace de la couleur. Alors, comme je l'ai déjà fait, que certains d'entre vous ont déjà entendu un certain nombre de fois parler de ce tableau, qui, pour moi, est un des tableaux, je dirais, centraux de toute l'histoire de l'art moderne,
Je ne vais pas reprendre cette démonstration qui est quand même complexe et longue, et qui mêle aussi des jeux d'ailleurs de sémantique, de sémiologie tout à fait intéressants. Et ça, je voulais vous montrer comment un tableau peut être construit grâce à la couleur et sans avoir recours à la perspectiva artificialiste, la perspectiva Pingendis, c'est la perspective des peintres, qui établit les éléments sur une espèce d'aire de jeu tridimensionnel, l'échiquier, comme on dit à la Renaissance, et puis toutes les choses viennent se disposer sur l'échiquier, comme d'ailleurs elles venaient se disposer dans l'œuvre de Chirico, qui est un super renaissant, ou néo-renaissant, ou post-néo-renaissant, comme vous le voulez. Mais ceci, je vous ai montré, je vous ai apporté cette impression soleil levant pour voir à quel point c'est complètement à l'opposé de Chirico, et comment la couleur, là, elle est, alors, bon, c'est magnifique ça, je veux dire, il y a tous les contrastes de la couleur possible et imaginable dans ce tableau-là. C'est-à-dire qu'il y a le chaud et le froid. Le chaud en petite quantité qui vient équilibrer une grande quantité de froid. On se croirait dans la balance à peser les couleurs de Paul Klee, ou dans aussi la réflexion de Kandinsky là-dessus. C'est comment une petite quantité de rouge peut arriver à équilibrer une grande quantité de... Bon, alors, ça, je veux dire, c'est 1872, hein, et donc c'est déjà là. Et cette espèce de trouée que fait, là encore, ce soleil, parce que c'est un point focal de toute la composition, et la composition, au lieu d'être une composition qui repose sur un socle, c'est une composition, si vous voulez, qui est complètement solaire, qui représente sur un foyer. C'est comme si vous voulez, il y avait une espèce d'image projetée et inversée de ce qui se produit dans le schéma du tableau renaissant. C'est-à-dire que c'est l'œil qui est le foyer, le tableau qui est projeté et la réalité qui est derrière. Là, le foyer, il est à l'intérieur même du tableau, si vous voulez, et tout tourne autour de ce foyer, avec une ligne d'horizon malgré tout, pour maintenir un peu les choses. C'est pas étonnant que les gens aient hurlé à cette époque-là. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne hurlent plus aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être que ce tableau a cessé de produire tout l'effet qu'il doit avoir, et tout simplement parce que les tableaux, dans le fond, on ne les regarde pas beaucoup. On écoute surtout ce qui se raconte dessus. Donc les tableaux, il faut les regarder, et puis revenir, si vous voulez, à ça. Alors, regardez, c'est magnifique. La manière dont cette tache orangée, qui est vraiment le contraste simultané de ce bleu un peu verdissant qui est ici, et la manière dont, au fur et à mesure que cette couleur se propage dans l'espace, elle est diffractée comme au travers d'un prisme, si vous voulez, et que ici, déjà, elle se jaunit, et en même temps, des éléments de l'eau se verdissent. Le reflet jaunit, la mer, elle se verdit. Et le contraste qui existait ici, il existe encore là, mais sous une autre forme, avec deux couleurs différentes, n'est-ce pas? Et tout ça crée en effet des effets d'espace et des effets. Alors, comme disait Monet, ça ne peut pas passer pour une vue du Havre. Hein. C'est un tableau, c'est de la couleur, c'est de la couleur, c'est de la couleur pure, et c'est un des tableaux, si vous voulez, qui est dans ce domaine les plus importants, encore une fois, non seulement du 19e, mais du 20e, et qui n'a pas fini de faire ses effets. D'ailleurs, il y a beaucoup de peintres qui l'ont dit. Hein. Kandinsky lui-même a fait des références à Monet lorsqu'il a vu un Monet et qu'il a été un peu surpris. On raconte des tas d'histoires sur la manière dont les peintres ont commencé à peindre comme ci, comme ça et autrement, hein, qui regardaient
d'un coup, ils ont trouvé leur tableau qui avait été rangé à l'envers, etc., etc. Et ça a été le début de la fin du monde. Bon. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il existe encore un contraste qui existe dans le tableau de Monet, mais je profite, pour varier un petit peu les plaisirs, de vous montrer un autre tableau. C'est dans les couleurs, ce sont les contrastes de quantité. C'est-à-dire que le rouge, il est plus rouge quand il y a beaucoup de rouge, et il est moins rouge quand il y en a moins. C'est non seulement, si vous voulez, un effet psychologique sur le regardant, cette histoire du plus rouge parce qu'il y a beaucoup de rouge. Les futuristes vont, je crois que c'est Russolo qui va dire i rossi rossissimi. Il va écrire rossissimi avec 3 ou 4 R et 5 S pour mieux exprimer, si vous voulez, par le langage, quelque chose qui est du domaine de la perception colorée. On voit très bien que, là encore, la couleur dans sa perception n'est pas indépendante du langage qu'on utilise pour nommer les couleurs. Je vous renvoie encore une fois à une référence de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, je ne me souviens pas, au poème de Rimbaud, Voyelle, etc., qui met en relation un son et bien entendu ce sont des lettres, hein, mais tout commence par là, et une couleur. Alors ce tableau, donc, c'est la vision après le sermon de Gauguin, et Gauguin a été, Gauguin aussi, c'est monstrueux les couleurs de Gauguin. C'est-à-dire les nuances extrêmement, enfin rarissimes que Gauguin utilise dans son tableau. Or, je sais bien que Gauguin, à l'heure actuelle, c'est pas le peintre à la mode, de même que Seurat, dont j'ai rappelé que son exposition a fait un flop à Paris, lorsqu'on a essayé de la faire. Bon, mais peu importe, ce qui est intéressant ici, c'est ce que disait Gauguin. Il disait que les couleurs, elles doivent être utilisées dans un tableau en masse. En ce sens, il se séparait absolument de Seurat. Seurat, et d'ailleurs Gauguin n'avait pas complètement tort, dans la mesure où, comme je vous ai dit, les grands tableaux de Seurat avec cet émiettement de couleurs produisent un effet qui n'est pas forcément l'effet dont on pourrait dire qu'il était l'effet recherché par Seurat lui-même, dont on ne sait pas exactement ce qu'il recherchait tout à fait, quoi. Hein, je vous ai rappelé que dans ce dimanche après-midi dans la Grande Jatte, qui était un tableau qui devait être pétant de couleurs, finalement on a un tableau qui est un petit peu, qui n'est pas si pétant de couleurs que ça. En revanche, Gauguin avait la théorie qui était complètement opposée. Il disait, vous voyez, dans un arbre, vous voyez une petite tache de rouge, eh bien vous prenez votre vermillon et schlac, vous en mettez partout dans votre arbre. Eh bien, là, dans cette vision après le sermon, bon, il y a d'autres exemples, peut-être même qui auraient été meilleurs, mais en détaillant un petit peu les choses, là, vous voyez bien que ce rouge vient véritablement enflammer tout le tableau, de même que la vision enflamme le cœur de ces Bretonnes, hein, puisque le curé qu'on aperçoit à droite, là, vient de leur parler du combat de Jacob avec l'ange, et donc elles sortent comme ça, sans doute, dans cette espèce de rêve qui est religieux qui est ici, et elles ont cette vision. Donc ce rouge qui est là est un rouge qui a une double fonction. Il a une fonction de faire un tableau et la fonction de précipiter les personnes qui sont là dans un espace qui est absolument irréel, puisque la prairie dans laquelle ces dames sont, en réalité, elle devrait être verte, et qu'on la peint avec la couleur qui entretient avec le vert le contraste le plus lointain. Donc on est à la fois dans le rouge du tableau et on est dans la couleur qui est la plus loin de la réalité du tableau, de ce que c'est. Et donc le plus proche spirituellement et symboliquement de ce que c'est censé rapprocher. Donc ce tableau est une grande réussite, n'est-ce pas?
Alors, voilà, bon, on marche véritablement là sur des, je dirais, sur des sommets picturaux. Et pour rabaisser un peu notre caquet, je vous ai amené des tableaux très humbles de Cézanne. Alors, Cézanne, lui, il a commencé, d'ailleurs, je vous ai montré déjà un tableau de Cézanne, hein, je vous ai montré ce repas, encore une fois, très pinturesque, peinturluré, je veux dire, hein, très tintoresque. Mais ce genre de peinture, naturellement, ça a été fait par Cézanne au moment des tout débuts de l'impressionnisme et même avant l'impressionnisme. Lorsque les discussions avec les impressionnistes ont pris leur cours et leur production aussi, il y a eu un changement très considérable de la peinture de Cézanne et de sa pensée picturale. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est des choses extrêmement intéressantes, c'est qu'on parlait de la perspective des ombres, c'est-à-dire qui tente à mettre du noir par déviation, parce que quand il n'y a plus de lumière, évidemment, on est dans le noir. Et cette idée, je vous l'ai dit à propos de Delacroix, que l'ombre fait qu'on est plus dans une atténuation de la couleur, cette idée, elle est complètement fausse. C'est la couleur, c'est la lumière qui bouffe les couleurs, pas les ombres. On a vu dans Les Femmes d'Alger de Delacroix que le Solpan, où véritablement les couleurs avaient tenaient leur véritable rôle. Je l'ai expliqué aussi la semaine dernière hein, par ces radiations que l'on perçoit d'une manière quand c'est dans la pleine lumière et dont on les perçoit plus dans les froids, si vous voulez, quand c'est plus dans l'ombre, et vers les chauds quand c'est dans la pleine lumière. Donc, si je vous ai apporté ce tableau, c'est pas pour reprendre un peu ce que j'ai déjà dit, mais pour vous montrer comment, justement, avec les impressionnistes, il y a l'exclusion du noir. Pas systématiquement, il y a encore un peu de gris de temps en temps. Il y a l'utilisation des couleurs pures, pas exclusivement, il y a aussi un peu de mélange de temps en temps. Les gens qui vont utiliser véritablement les couleurs pures, vous avez vu, c'est plutôt Matisse, etc. Hein? Et puis Seurat aussi, qui fera des essais là-dessus pour éliminer les mélanges pigmentaires. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Bon, ce que je voulais montrer ici, c'est justement cette histoire d'éclairage des objets ronds par la lumière. C'est-à-dire que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que ce qui fait tourner les corps, c'est le passage de l'ombre à de la lumière, c'est-à-dire l'ajout de gris dans la couleur pour faire tourner les corps. Eh bien, ça s'appelle donc le modelé. Eh bien, Cézanne rompt avec le modelé traditionnel, renonce à cette facilité du modelé et va rendre, si vous voulez, les objets tournants par une technique qu'il appelle la modulation. C'est-à-dire qu'au lieu de passer autour d'un corps rond par les valeurs d'une couleur, il va passer par des couleurs différentes, par une gamme de couleurs. C'est-à-dire que là, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de noir, de gris dans la couleur, mais il y a des couleurs différentes. Et puis, non seulement il y a des couleurs différentes, mais il y a aussi le jeu de la brosse. Ça, c'est intéressant parce que le jeu de la brosse, c'est pas du tout comme dans les tableaux hollandais, par exemple, qui sont avec une précision. Ceci dit, encore une fois, il faudrait mettre son œil dessus pour voir comment ils obtiennent cette précision. Mais disons qu'avec un recul suffisant, ces éléments de la brosse, ils disparaissent complètement. Et d'ailleurs, dans une tradition très classique comme celle d'Indre, enfin très classique,
d'un certain point de vue, hein, d'un autre point de vue complètement anticlassique. Mais quand vous voyez un tableau d'Ingres, vous ne voyez plus le travail de la brosse. Ou alors, il faut vraiment s'écraser le nez dessus, ce qui est strictement interdit dans les musées nationaux. Là, il y a le travail de la brosse. Et la touche de Cézanne, elle est aussi une touche directionnelle. Donc, c'est-à-dire ce double agencement de la couleur sur les corps ronds, plus de la touche directionnelle sur les mêmes corps ronds qui viennent, en somme, les caresser et souligner la rotondité des choses, fait que, évidemment, le tableau peut se débarrasser du gris dans la couleur et devenir un tableau de pleine couleur. Donc ça, c'est en effet, regardez, celle-là, n'est-ce pas, donc ça s'appelle poire et pomme verte, et vous voyez que tout est une question de tambouille colorée, que même les ombres portées, la perspective des ombres, n'est-ce pas, les ombres portées sont des ombres qui sont des ombres colorées et non plus du tout des ombres noires. Donc, à la fois, si vous voulez, on est dans quelque chose qui vient rendre compte de la réalité, mais qui ne vient pas rendre compte de la réalité de manière servile. Parce que moi, quand je vois les ombres portées sur le sol, je vois bien qu'en effet, il y a du noir. Hein, en tout cas, que la couleur est disparue. Donc, c'est le tableau qui prend son autonomie et qui rend les choses que l'on sait par des effets qui sont proprement colorés. Toujours en nous éloignant peu à peu de Seurat, en passant par Matisse, etc., on va du côté du futurisme. D'abord, le futurisme italien, je ne vous en dis rien, je vous montre simplement une œuvre de Malevich qui s'appelle le Rémouleur. Et vous voyez que là encore, vous avez un autre effet de la couleur dont j'ai parlé un petit peu déjà avec les peintures de Delaunay. C'est-à-dire que cette manière, si vous voulez, de faire jouer les couleurs sur une surface de manière à produire un effet de giration. Pas par la même manière que de Cézanne, non, par une espèce de vibration des couleurs qui se succèdent les uns et qui produisent une espèce de papillotement de la surface, lequel papillotement de la surface tente à rendre le mouvement ici giratoire. Alors évidemment, les futuristes italiens, ils voulaient représenter le mouvement de la modernité, les usines, les machines, etc. Et pourquoi pas tout l'univers, comme fera d'ailleurs Delaunay en représentant les espaces intersidéraux. Et ce que les Malevich, il y a toujours une espèce de distance et de côté un peu rigolard chez Malevich, qui représente, avec des problèmes sérieux, qui se sert de sujets très humbles. Et d'ailleurs, c'est à la fois rigolard et en même temps, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'au lieu que la peinture montre des grands sujets historiques, etc., fasse l'éloge des héros, on revient à représenter plutôt les personnes comme vous et moi, qui repassons le dimanche nos couteaux, etc. Donc le rémouleur que vous voyez ici, c'est aussi un des aspects de la peinture qu'on appelle cubo-futuriste de cette époque-là. Ça date de 1912, où les peintres de ces qui appartiennent d'ailleurs à des cercles très restreints et assez solidaires, hein, comme Larionov, Goncharova, Malevich, etc., prennent pour héros dans leur tableau des personnages véritablement des classes populaires, disons ça comme ça, quoi, si ce terme a encore un sens pour vous aujourd'hui, mais ça devrait. Alors, on passe les étapes, n'est-ce pas, de Malevich et des diverses expériences qu'il fait. C'est dommage, ça aussi c'est un problème fabuleux, mais Malevich lui-même, ça demanderait tout un cycle, au moins une bonne séance, sinon plus. Ce qui fait qu'on en arrive là.
c'est-à-dire au fameux carré blanc sur fond blanc. Et alors, celui-là, évidemment, c'est le fin du fin, le nec plus ultra pour un exposé tel que le mien, parce que, évidemment, c'est comment dirais-je, c'est non seulement le nec plus ultra, mais c'est comme on a pu dire le dernier tableau. Hein? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez faire après, lorsque vous avez réduit la forme à deux formes essentielles, c'est-à-dire deux carrés, un engagé dans l'autre, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il y a deux carrés, hein? Il y a le carré du tableau lui-même, et il y a le tableau qui est représenté à l'intérieur. Bon. Donc, et puis la couleur la plus essentielle, enfin, la couleur la plus essentielle, c'est le blanc, puisque comme je vous l'ai expliqué, le mélange optique de toutes les couleurs, ça redonne du blanc. Donc ici, nous avons, dans l'œuf, en quelque sorte, nous avons toutes les couleurs. Donc, nous avons toutes les formes, nous avons toutes les couleurs réunies comme ça dans le tableau, comme une espèce de point, n'est-ce pas? Je pense à la théorie du point gris de Paul Klee, où il dit les choses d'une autre manière et dans d'autres circonstances, etc. Mais une espèce de concentré, en quelque sorte, de peinture où on réduit les choses à un point. Et ça, c'est sans doute, bien sûr, le point le plus extrême de la peinture de Malevich. Il en a fait d'autres, des blancs sur blanc. Hein. Il a fait des croix blancs sur fond blanc, etc. Mais ça n'a pas exactement le même sens. Malevich, il a toujours deux fers au feu hein, dans ses peintures. Et il y a un des fers, si vous voulez, que je ne retirerai pas du feu, c'est toute la symbolique malévichienne qui est intéressant pour qui s'intéresse à ça. Moi, je dois vous dire que j'en fais pas mes choux gras, bien qu'on ne puisse pas, bien entendu, séparer les choses comme ça qui s'interpénètrent complètement. Mais, si vous voulez, quand je regarde un tableau, je regarde d'abord ce que je peux y voir. Ce qu'a laissé Malevich dans l'histoire de l'humanité, c'est pas tant, encore que maintenant, bien sûr, grâce à l'imprimerie, etc., on peut le répercuter, et c'est ces tableaux, essentiellement. S'il n'y avait que les textes philosophiques de Malevich, je ne suis pas sûr, véritablement, qu'on parlerait encore de Malevich. Mais c'est vrai que Malevich, il avait, comme beaucoup de gens de cette époque-là, Mondrian, Kandinsky, bien entendu, il avait des idées plus ou moins théosophico, etc. C'est-à-dire qu'il parlait de transcendance dans ses tableaux. Il n'y en avait qu'un qui ne parlait pas de transcendance, c'était Paul Klee. Et pourtant, vous ne pouvez pas lire 3 lignes de Paul Klee sans qu'il parle de Dieu. Et ça, c'est un des paradoxes de Klee, c'est qu'il parle de Dieu sans trop y croire, j'imagine. Voilà, donc le carré blanc sur fond blanc. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que c'est le seul tableau qui n'est pas susceptible. Enfin, peut-être j'exagère en disant ça, mais c'est un tableau, c'est peut-être le seul tableau qui n'est pas susceptible d'être reproduit sans qu'on perde tout le tableau. Vous allez me dire que si on projette ici un tableau de Fra Angelico ou de n'importe qui, de Rembrandt, évidemment, ce qu'on voit, c'est pas le tableau, c'est une diapo, mais ça évoque un petit peu le tableau, mais pas le carré blanc sur fond blanc. Quand on projette ici, ça n'évoque strictement rien du tout de ce que peut être la nature du tableau. Le tableau, il faut le voir, non seulement pour y croire, mais il faut le voir pour en dégager, je dirais, le contenu. Parce que, moi je peux vous le dire, le contenu. Déjà, lorsque vous avez des couches différentes dans un tableau, eh bien, vous ne voyez pas la même chose. Vous ne voyez pas la même chose. J'ai déjà raconté l'histoire de Braque, n'est-ce pas? Vous plongez deux tissus de nature différente dans un bain de couleurs, vous les sortez, vous ne voyez pas les mêmes couleurs parce que ce n'est pas le même tissu, parce que ce n'est pas la même surface, ce n'est pas le même travail des photons réémis par la surface, et c'est bien ce qui se passe ici. C'est-à-dire que les coups de brosse sont différents dans la périphérie
que dans la surface. Je dois dire, non pas ma honte, mais au contraire, on apprend tous les jours. Hein. Pendant des années, j'ai fait un cours sur ce carré blanc que je n'avais pas vu de ma vie, parce qu'il est à New York et que mes moyens m'empêchaient d'aller si loin pour regarder un tableau. J'en avais dit, j'avais développé, parce que vous savez, un historien de l'art, hein, il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il commence à développer n'importe quoi, surtout quand il est peu expérimenté. Après, évidemment, on devient très prudent, beaucoup plus prudent, et puis après, à la fin, on ne croit plus à grand-chose. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand, à la faveur de l'exposition de ce tableau-là à Beaubourg, à l'exposition Malevich, quand j'ai vu le tableau, je me suis senti couvert d'une confusion extrême, et que, contrairement, ça c'est ce qui se disait, c'était dans l'air du temps, je n'étais pas complètement coupable, c'est-à-dire de parler de ce tableau-là comme le dernier tableau, j'ai commencé à en parler comme le premier tableau. C'est le premier qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contient en lui tous les tableaux du monde. C'est tout à fait évident. Parce que non seulement il y a toutes les couleurs, il y a toutes les formes, mais il y a tous les effets sur la toile. C'est-à-dire quand vous regardez ça, c'est la même couleur, mais vous ne voyez pas la même couleur, parce que les coups de brosse réémettent, si vous voulez, le blanc du tableau de manière différente. Et puis quand quelques années plus tard, j'ai vu à New York, j'ai vu le tableau, j'ai découvert encore un autre tableau. Parce que le tableau, il avait été plus ou moins dépoussiéré et nettoyé dans l'intervalle, c'était passé une dizaine d'années, quelque chose comme ça, et le tableau était à nouveau différent. Et c'est vrai que tous les tableaux, je vous en ai parlé à propos des fresques de Michel-Ange et d'autres peintures, c'est que les tableaux, ils ont une vie, bien entendu. Et même celui-là qui est censé, d'une certaine manière, garder dans l'éternité son côté de premier tableau du monde, n'est-ce pas? Eh bien, lui aussi, il vit, et ses couleurs, elles se dénaturent, elles changent, sous l'effet des mêmes photons qui viennent bombarder sa surface, et qui, bombardant sa surface, viennent naturellement changer les couleurs, ou plus exactement les non-couleurs, puisqu'il est on prétend que le blanc et le noir sont des non-couleurs. C'est ce qu'on a dit pendant longtemps, avant que, bien entendu, bien des artistes se servent du blanc et du noir comme des couleurs, bien entendu, et que d'ailleurs, ça c'est vrai pour notre petite ère occidentale, mais je veux dire, si on s'éloigne un peu, si on va en Orient ou si on va encore autre part, du côté de l'Amérique amérindienne, eh bien on s'aperçoit que le blanc et le noir sont des couleurs comme les autres. Bon, et depuis, encore une fois, les artistes en ont fait leur philosophie, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant, bien entendu, c'est quand vous allez sur Internet et quand vous regardez ça, vous avez autant de carrés blancs sur fond blanc que vous pouvez imaginer. Vous avez des carrés blancs qui sont bleus, d'autres qui sont jaunes, etc., etc. Ce tableau est absolument impossible à reproduire. C'est un unicum, et d'ailleurs lui-même, il n'est même pas sûr que ce soit l'unicum de l'unicum, puisque comme je vous ai dit, il change avec le temps qui passe, comme nous changeons tous avec le temps qui passe. Voilà. Bon, alors, que ce soit de la peinture pure, ça me paraît tout à fait évident. Déjà, Monet, c'était un peu de la peinture pure. Hein. 20h29, faisons nos comptes. Ça va? Non, on va jusqu'à 21h. Alors, j'ai le temps de vous montrer le tableau de Barnett Newman. Alors, je répète que Newman, il n'y a qu'un seul N, hein, comme Paul Newman d'ailleurs. Il y a un Newman qui est 2 N, qui a travaillé sur la manière dont 3 fluides qui se rencontrent travaillent à leur point de conjonction
mais je dois vous dire, lui, il a 2 N, hein, mais je ne sais pas très bien ce que ça... Enfin, je vois très bien ce que ça veut dire, mais je ne saurais pas, évidemment, m'en servir. Alors, voilà, vir heroicus sublimis, l'homme héroïque et sublime, comme chacun sait, naturellement, on a des preuves tous les jours. C'est une des œuvres premières de Barnett Newman, lorsqu'après être passé, comme beaucoup de gens, aux États-Unis, à cette époque-là, les États-Unis étaient à la traîne en peinture, n'est-ce pas, et suivaient l'exemple occidental, et au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la main a passé, c'est-à-dire que les États-Unis sont devenus quasiment la première puissance créatrice mondiale, et le pôle, en quelque sorte, de la création. D'autant plus d'ailleurs qu'il y avait pas mal d'artistes européens qui, pendant la guerre, sont allés aux États-Unis. Donc ça fait une espèce de melting pot pictural, en somme, et la peinture, avec des modalités propres d'ailleurs, donc qu'on peut expliquer par l'histoire aussi de la peinture aux États-Unis, se sont créés des mouvements proprement américains et qui ont, pendant longtemps, sinon encore, dominé la création mondiale. Et Barnett Newman en particulier, qui avait été un peu comme tout le monde un peintre expressionniste, a rompu avec l'impressionnisme. Il a rompu d'ailleurs de manière spectaculaire puisqu'il a brûlé toutes ses toiles. On ne peut pas faire mieux, n'est-ce pas? Et il est reparti sur d'autres bases. C'est pas ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait, n'est-ce pas? Ça a commencé à la fin des années 40, puis ça s'est poursuivi dans les années 50, etc., jusqu'à la mort de Newman en 70. Cette peinture qu'on appelle l'expressionnisme abstrait est une des... Alors là, on va faire un peu d'initiation à l'histoire de l'art en lexicologie.